Dans la soirée du 11 mai 2010, le vol 771 d'Afrikia Airways était un vol de nuit régulier au départ de l'aéroport international OR Tambo de Johannesburg, en Afrique du Sud, à destination de Tripoli, en Libye. C'était un trajet très familier pour l'équipage concerné, et ce jour-là, il semblait qu'il allait être effectué sous un ciel principalement dégagé, avec une arrivée tôt le matin, juste avant le lever du soleil à leur destination. L'appareil utilisé était un Airbus A330, immatriculé 5 AONG et équipé de 2 moteurs General Electric CF6. Il avait été acheté en 2009, ce qui signifie qu'il était presque neuf à ce moment-là, avec moins de 600 vols au total dans son carnet de bord. La seule remarque de maintenance concernait un bouton légèrement collant et résistant sur le manche à balai du commandant de bord, en particulier le bouton rouge qui donnait la priorité aux commandes du commandant de bord, mais à part cela, l'appareil était en parfait état. Prévu pour le vol de cette nuit, il y avait 93 passagers, plus 8 membres d'équipage cabine, et à l'avant, le cockpit était occupé par 3 pilotes, ce qui était requis pour un long vol de nuit comme celui-ci. Avec eux, cela portait le nombre total de personnes à bord à 104. Le commandant de bord, qui allait assurer la fonction de pilote surveillant pour ce tronçon, avait 57 ans, avec un total de 17 016 heures de vol, dont environ 500 sur ce type d'appareil. Il avait également auparavant piloté le Fokker 28, le Boeing 727 et l'Airbus A320 pour différentes compagnies aériennes. Mais depuis 2007, il exerçait en tant que commandant de bord sous contrat pour Afrikia Airways et Novel Air. C'est une organisation que je ne pense pas avoir déjà vue auparavant. Quoi qu'il en soit, son copilote, qui allait opérer en tant que pilote en fonction, avait 42 ans et totalisait 4 216 heures de vol avec la même expérience sur ce type d'appareil que le commandant de bord. Il avait auparavant volé sur le Twin Otter et l'Airbus A320, ce qui signifie que ces deux pilotes avaient une expérience assez élevée sur les avions Airbus. Ils étaient également accompagnés d'un pilote de relève de 37 ans qui n'avait que 1866 heures de vol. Maintenant, tous ces pilotes avaient exactement 516 heures sur le A330, ce qui est une particularité qui peut arriver parfois dans les petites compagnies, et cela pourrait signifier que ces pilotes avaient en fait été programmés ensemble pour voler sur les mêmes routes. Maintenant, nous n'en sommes pas certains. Mais cela pourrait aussi signifier qu'ils avaient probablement développé une grande familiarité entre eux et possiblement une tendance à supposer les intentions et les actions, ce qui vaut la peine d'être gardé à l'esprit. Quoi qu'il en soit, la préparation de ce vol avait été très routinière, sans menace majeure identifiée, donc l'avion a rapidement décollé. Et une fois qu'il avait atteint son altitude de croisière, la charge de travail dans le cockpit est retombée à un niveau calme et bas. L'avion s'est rapidement stabilisé à 40 000 pieds avec ses moteurs ronronnants et tout se déroulant comme prévu. Les pilotes surveillaient la consommation de carburant, suivaient la progression à travers les frontières aériennes et adoptaient le rythme calme et répétitif du vol long courrier. Chacun à leur tour, ils prenaient leur pause, laissant 2 pilotes dans le cockpit pendant que le troisième dormait. Et au fil de la nuit, le commandant de bord a fini par prendre la dernière pause de repos et il est donc retourné dans le cockpit, juste au moment où le copilote et le pilote de relève avaient commencé à examiner la descente à venir. De manière générale, ces types de pauses doivent être planifiés afin de permettre aux pilotes revenant de disposer d'au moins 30 à 45 minutes pour se réinstaller avant que des changements majeurs ne soient effectués. Et cela afin d'éviter ce que l'on appelle l'inertie du sommeil, qui est un état de confusion pouvant survenir juste après le réveil. Je suis sûr que vous le reconnaissez tous. Puisque nous parlons de repos, l'équipage du vol 771 était parfaitement en règle pour voler. Leur temps de service respectait les exigences de la compagnie aérienne et chaque pilote avait aussi bénéficié d'un repos obligatoire avant de quitter Johannesburg. Mais il convient également de mentionner que ce vol avait lieu à la fin de 2 services de nuit consécutifs. Et ils opéraient maintenant dans la partie la plus vulnérable du cycle circadien humain qui se situe aux petites heures juste avant le lever du soleil. À ce moment-là, la vigilance, le temps de réaction et les capacités de prise de décision sont naturellement à leur niveau le plus bas, donc même si ces pilotes avaient pu faire une sieste, cela restait probablement un facteur ici. Dehors, l'obscurité restait presque totale, seulement interrompue par la lueur occasionnelle des villes loin en dessous d'eux et par la première nuance de bleu annonçant l'aube qui approchait. Mais à l'intérieur du cockpit, l'éclairage était tamisé, avec la lueur des instruments qui tranchait nettement sur les panneaux sombres.
Et si vous avez déjà été dans un cockpit à ce moment-là, c'est absolument magnifique et c'est l'un des environnements les plus apaisants que l'on puisse imaginer. Maintenant, alors que le vol 771 commençait à s'approcher du début de la descente, les pilotes ont commencé à recueillir les informations météorologiques, qui semblaient tout à fait correctes. Les prévisions annonçaient quelques brumes légères avec des vents presque calmes et éventuellement un peu de pluie plus tard. Et lorsque les pilotes ont reçu leur service automatique d'information terminale, l'ATIS Information Sierra, cela semblait parfaitement refléter cette prévision. La piste 09 était en service avec des vents presque calmes, une visibilité d'environ 8 km dans la brume, une température de 22 degrés et une pression locale de 1008 hectopascales. Une matinée parfaitement agréable. Ainsi, lorsque les pilotes ont entamé leur descente, tout semblait probablement très confortable et prévisible. Le segment de croisière terminé, les pilotes ont redressé leurs sièges pour préparer l'approche et l'atterrissage. Comme mentionné, Tripoli était une destination familière pour ces trois pilotes. C'était la base principale de la compagnie aérienne et cette familiarité influençait désormais les préparatifs alors qu'ils se rapprochaient de l'aéroport. La familiarité est souvent une bonne chose car elle réduit le stress et s'accompagne généralement de beaucoup de connaissances supplémentaires qui ne sont pas toujours accessibles au public. Mais elle peut aussi entraîner de la complaisance, c'est-à-dire que l'on ne prend pas suffisamment de précautions parce qu'on est tout simplement trop familier. D'ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui se produit uniquement dans l'aviation. La plupart d'entre nous en font l'expérience dans de nombreux domaines de notre vie, notamment dans la façon dont nous gérons nos données numériques personnelles. À quelle fréquence réfléchissez-vous à 2 fois avant de saisir des informations comme votre adresse e-mail, votre date de naissance ou vos coordonnées bancaires lorsque vous faites des achats en ligne, par exemple, ou lorsque vous vous inscrivez sur un nouveau site ou service? Eh bien, il y a beaucoup de personnes mal intentionnées qui en profitent. De plus, vos données fuitent souvent à cause de violations de données. Et une fois que ces données sont divulguées, il existe tout un marché avec des courtiers en données légaux qui vous regroupent ensuite et vendent vos informations aux plus offrants. Comme les banques, les compagnies d'assurance et même les criminels. C'est pourquoi je fais confiance au sponsor Incogni pour m'aider à remettre de l'ordre et supprimer mes données de ces entreprises. Une fois que vous vous inscrivez avec Incogni, ils commenceront à rechercher vos données partout sur Internet et lorsqu'ils tomberont sur un site qui les vend, ils obligeront le courtier à les supprimer. Vous n'aurez rien à faire. Ils ont également ajouté récemment une fonctionnalité de suppression personnalisée. Si vous trouvez un site spécifique qui vend vos données, vous pouvez soumettre le lien directement à Incogni et leur équipe s'occupera du reste. Pour moi, le principal changement a été la forte baisse des appels et emails indésirables. Lorsque je me suis inscrit, Incogni a trouvé mes données sur plus de 220 sites et ils sont en train de les supprimer un par un. En ce moment, vous pouvez bénéficier de 60% de réduction sur leur abonnement annuel si vous vous inscrivez en utilisant ce QR code ou en allant sur incogni.com/pilote et en utilisant le code PILOTE. Merci beaucoup Incogni. Revenons maintenant à la vidéo. À 5h29, le contrôleur aérien leur a donné une autorisation d'approche initiale pour la piste 09, ce qui était conforme aux informations ATIS Sierra qu'ils venaient de recevoir. Et aucun changement météorologique significatif n'était attendu. L'équipage n'avait donc aucune raison de s'attendre à autre chose. Ils ont simplement accusé réception de la piste et ont poursuivi leur descente. L'approche disponible pour la piste 09 ce matin-là était ce qu'on appelle une approche non précise au radiophare ou NDB. Normalement, une approche VOR était également disponible avec une précision légèrement supérieure, mais le radiophare VOR était restreint ce jour-là en raison de travaux d'équipement autour de celui-ci. Il y avait également une approche de précision, une approche ILS, disponible depuis l'autre piste, mais puisque la piste 09 était maintenant active, ce n'était pas vraiment une option. Cela signifiait que l'équipage devrait maintenant suivre une procédure dépourvue de guidage électronique horizontal et qu'il devrait donc gérer la descente avec un peu plus d'effort. Ce n'était pas l'idéal, mais les pilotes la connaissaient bien et au-dessus du terrain relativement plat du nord de la Libye, cela ne devrait poser aucun problème. Le briefing d'approche que le copilote a finalement effectué a vraiment montré cette familiarité, sur laquelle je reviendrai bientôt. Mais avant d'en arriver là, il vaut la peine d'examiner les différentes manières dont cette approche pouvait être réalisée. Vous voyez, sur l'Airbus A330, il existe plusieurs façons d'effectuer une approche non précise et le choix est important.
Un équipage peut choisir d'effectuer l'approche manuellement en utilisant le manche à balai et les manettes de poussée tout en suivant la navigation aux données brutes. Cela demanderait évidemment une attention constante, mais permettrait aussi aux pilotes d'être directement impliqués dans la trajectoire de vol de l'avion. Il pourrait aussi activer des modes du pilote automatique qui suivraient les valeurs sélectionnées par les pilotes, comme une vitesse verticale ou un angle de trajectoire choisi. Et cela exigerait toujours que l'équipage gère activement chaque étape de leur descente, mais leur donnerait aussi un contrôle total. Et enfin, il pourrait utiliser ce qu'on appelle le guidage géré, où le système de gestion de vol serait autorisé à calculer un profil de descente continu, puis à le suivre tout en ajustant automatiquement l'assiette pour placer l'avion à la bonne altitude, au-dessus des bons points, jusqu'à l'altitude minimale de descente. Les modes gérés pouvaient être utilisés après avoir vérifié que toutes les valeurs nécessaires étaient disponibles et correctement saisies dans le système de gestion de vol, et leur utilisation réduisait considérablement la charge de travail, ce qui expliquait pourquoi ils étaient souvent préférés. Mais bien sûr, cela nécessitait évidemment une surveillance constante. Ces trois méthodes étaient évidemment sûres si elles étaient utilisées correctement, mais seulement si tous les membres de l'équipage se mettaient d'accord sur celles à utiliser. Et la façon de s'assurer que c'était le cas était de faire un briefing d'approche approfondi. Dans la plupart des compagnies aériennes, cela se fait bien avant la descente pour que tous restent attentifs avec un minimum de distraction. Et tout briefing d'approche devra inclure les données de descente comme les vents attendus, la procédure d'arrivée standard ou STAR à utiliser, ainsi qu'une revue complète de la carte d'approche incluant les fréquences, les procédures, les caps, les altitudes, les minima, ainsi que le profil de remise de gaz et les altitudes associées. C'est aussi à ce moment que nous calculerons et vérifierons la distance d'atterrissage selon les conditions météo et de piste, puis ferons un briefing complet sur le roulage. Mais dans le cas d'une approche non précision, nous avons également tendance à faire un briefing plus détaillé et approfondi. Là, nous allons généralement préciser exactement quel mode nous prévoyons d'utiliser, à quel moment nous configurerons les différents crans de volet, le train d'atterrissage et quand effectuer la checklist, et en gros raconter comment l'approche doit être réalisée. Dans ma compagnie, cela s'appelle un double briefing, et la raison pour laquelle c'est si efficace et important, c'est que cela prépare les pilotes concernés à ce qui va se passer afin que toute déviation puisse être clairement signalée. Comme il y a plus de risques d'erreur et d'omission lors d'une approche non précise, cette étape de briefing est cruciale. Mais malheureusement, rien de tel n'a été fait à bord du vol 771. Au lieu de cela, les pilotes ont simplement poursuivi leur descente vers la piste 09 sans aucun briefing détaillé ou structuré, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus qu'à environ 10 miles nautiques de la piste et à une altitude de 1800 pieds. À ce moment-là, ils approchèrent de la balise Tango Whiskey, qui était le point d'approche final et l'aide à la navigation sur laquelle toute l'approche était basée. Et ce n'est qu'à ce moment-là, à seulement quelques minutes de l'atterrissage, que le copilote a fait une version condensée du briefing. Il a alors indiqué qu'il utiliserait la piste 09 avec une approche non précise basée sur un radiophare et qu'ils utiliseraient l'autobrake en mode faible puisque la piste faisait 3600 mètres de long. Mais il n'y a jamais eu de discussion sur la façon dont l'approche serait effectuée, ni sur les modes d'automatisation qu'il utiliserait, alors même que les procédures opérationnelles standards de sa compagnie précisaient clairement la nécessité de le faire. Et c'est à ce moment-là, mes amis, que mon sang a commencé à bouillir en lisant ce rapport. Vous voyez, les procédures opérationnelles standards existent pour une raison et les ignorer fonctionnera peut-être parfois, mais cela érodera toujours les marges de sécurité intégrées dans les opérations. Des marges qui servent un but précis. Chaque détail omis enlève une couche de protection et rend le vol plus dépendant du fait que tout se déroule exactement comme les pilotes s'y attendent, ce qui est rarement le cas. Je sais qu'ils rentraient à leur base d'attache et que beaucoup d'équipages raccourcissent leur briefing dans ce cas. Mais c'est quelque chose que l'on ne peut faire que lorsqu'il n'y a aucun doute sur la façon dont on va effectuer l'approche, comme lorsqu'on fait une approche ILS, par exemple. Mais lors d'une approche non précise avec plusieurs façons de la gérer, un briefing doit absolument être effectué pour des raisons qui vont bientôt devenir très claires.
Quoi qu'il en soit, une fois ce court briefing terminé, les pilotes ont reçu leur dernier cap du contrôleur et se sont rapidement alignés sur un cap d'environ 0,89 degrés, s'alignant parfaitement avec l'axe prolongé de la piste 09. Ils étaient maintenant à moins de 10 miles nautiques de la piste, dans une atmosphère calme, avec la piste droit devant sur leurs écrans de navigation, mais sans la voir encore en visuel. Comme je l'ai mentionné précédemment, l'approche au radiogonio sur la piste 09 tournait autour d'un point critique unique, la balise NDB Tango Whiskey. Elle servait à la fois de point d'approche initial, si toute la procédure était suivie, et de point d'approche final qui devait être atteint avant que l'avion puisse entamer sa descente finale vers l'altitude minimale de descente. Tango Whiskey se trouvait à 5,2 miles nautiques du Voorveer, mais seulement à 3,9 miles nautiques du seuil de piste, et à partir de là, le profil de descente était assez simple. Les avions arrivant de l'Est devaient maintenir 2000 pieds s'ils effectuaient toute la procédure, effectuer un virage initial à la sortie de Tango Whiskey, puis, en se réalignant, prendre le cap 089. Ils pouvaient descendre à 1400 pieds, qui était l'altitude minimale qu'ils étaient autorisés à maintenir jusqu'à atteindre la balise. Désormais, ce segment initial à 2000 pieds pouvait être remplacé par un guidage radar. C'est pourquoi le vol 771 ne maintenait que 1800 pieds lorsqu'il s'est aligné en finale. Mais ce n'est qu'après avoir dépassé le Tango Whiskey que l'avion pouvait descendre plus bas, jusqu'à l'altitude minimale de descente ou MDA de 620 pieds. Et pour compliquer encore un peu plus les choses, il existait plusieurs façons différentes d'effectuer la descente après Tango Whiskey, toutes légales mais avec des niveaux d'efficacité variables. Une façon serait d'utiliser le mode géré que j'ai expliqué précédemment et avec cela. Le FMC calculerait la trajectoire de descente finale en partant d'une altitude de 50 pieds au-dessus du seuil, puis en la construisant à rebours en utilisant une pente de descente de 3 degrés jusqu'à 1400 pieds. Mais comme Tango Whiskey se trouvait à 3,9 miles de la piste, cela signifiait que l'avion devait maintenir 1400 pieds pendant un certain temps après avoir passé Tango Whiskey, puis commencer à suivre cette pente de 3 degrés vers la MDA. Ensuite, si après avoir atteint la MDA, l'avion n'avait aucun contact visuel avec la piste, une remise de gaz immédiate devrait être effectuée, de la même manière que lors d'une approche ILS après avoir atteint les minima. La deuxième méthode, un peu plus compliquée, consisterait à maintenir 1400 pieds, puis à choisir un angle de descente constant, environ 1 mile nautique avant le passage Tango Whiskey, et cela armerait le mode sélectionné manuellement. Mais l'avion ne commencerait à descendre que lorsque le bouton sélectionné serait tiré, ce qui doit se faire environ 2 miles avant de passer Tango Whiskey pour débuter la descente au passage. Cet angle constant serait alors ajusté manuellement pour essayer d'atteindre la MDA à un point similaire à la procédure précédemment gérée. Mais si la MDA ajustée était atteinte plus tôt, alors l'avion pourrait être maintenu en palier pendant un moment jusqu'à ce qu'un atterrissage en toute sécurité puisse être effectué ou jusqu'à ce que le point d'approche interrompu situé à un autre radiophare appelé Delta soit atteint. Au plus tard, à cet endroit, une remise des gaz devait être engagée. Enfin, une technique classique de descente par palier pouvait être utilisée, où l'avion descendait directement jusqu'à la MDA, ajustée immédiatement après avoir passé le point Tango Whiskey. Ensuite, maintenir le vol en palier jusqu'à l'atterrissage ou jusqu'au point d'approche interrompu. Mais ce n'était pas une technique que les avions de ligne modernes utiliseraient généralement, donc nous allons plutôt nous concentrer ici sur les deux premières. Alors que le vol 771 s'alignait sur la finale, l'absence de briefing formel commençait à avoir ses effets évidents. Le pilote automatique restait toujours engagé, suivant proprement la trajectoire latérale lorsque le commandant de bord fit soudain un bref commentaire sur la façon dont il voulait que l'approche soit effectuée. Faisons-le, comment ça s'appelle? C'est mieux, une approche NAV, c'est approuvé, comme tu le sais. Par cela, il voulait probablement dire qu'il souhaitait une approche gérée, c'est-à-dire que le système de gestion de vol calcule et suive automatiquement le profil de descente, mais la façon dont il l'a exprimé était très non conventionnelle et laissait beaucoup de place à l'interprétation pour son collègue. Le copilote avait compris le commandant de bord et a simplement répondu « Oui, d'accord ». À ce stade, ils semblaient tous les deux partager une vision commune de ce qui allait se passer, car le contrôleur aérien les a alors contactés et leur a donné l'autorisation pour l'approche Locator sur la piste 09. À ce moment-là, à 3h57 et 50 secondes, le commandant de bord a soudainement annoncé «
route FPA sans prévenir. C'était sûrement un appel pour signaler qu'il voyait l'oiseau sur son écran de vol principal. L'oiseau représente la vitesse et le vecteur de trajectoire de vol qui indique ce que l'avion fait réellement, contrairement au simple cap et à l'assiette. Il s'agissait d'une procédure normale d'avoir toujours l'oiseau activé, surtout pour les approches non précises. Mais encore une fois, appeler Track FPA n'était pas non plus standard. Et puisque Track FPA était aussi la façon dont on désignait parfois les modes sélectionnés. Cela aurait pu donner au copilote l'impression que le commandant de bord voulait maintenant changer les plans. Au lieu de réaliser une approche entièrement gérée, il voulait peut-être maintenant qu'il utilise les modes sélectionnés à la place, ce qui signifie un niveau d'automatisation inférieur. Le copilote a donc répondu « Établi, disons maintenant, d'accord, puisque l'avion était à ce moment-là aligné latéralement avec le trajet final d'approche, puis il a continué avec « Je le ferai une fois établi ». Dans un cockpit fonctionnel, ce genre de supposition ne devrait tout simplement pas se produire. Le briefing d'approche aurait permis de clarifier la stratégie à suivre et tout changement à ce sujet aurait entraîné une discussion pour clarifier les choses. Mais rien de tout cela ne se produisait à ce moment-là. Et, par conséquent, la compréhension de ce que les deux pilotes s'apprêtaient à faire avait commencé à légèrement diverger. L'équipage a continué à configurer l'avion en config 2 et à 3h58 et 46 secondes, le commandant de bord a annoncé « Donne-lui l'approche maintenant » en arabe, et cela signifiait probablement qu'il voulait maintenant que le copilote engage le mode approche pour l'approche gérée. À ce moment-là, l'avion se trouvait à environ 7 miles nautiques et maintenait une altitude de 1400 pieds, ce qui, souvenez-vous, était l'altitude minimale jusqu'à atteindre Tango Whiskey. Et le copilote a répondu à l'appel du commandant de bord en armant effectivement le mode approche, puis en le vérifiant sur son panneau de contrôle de mode, l'annonciateur de mode de vol, le FMA. Et cela signifiait que l'avion était désormais réellement prêt pour l'approche gérée, mais ce doute que le copilote avait concernant les intentions du commandant de bord persistait encore légèrement dans son esprit. Quoi qu'il en soit, il a ensuite demandé que les volets soient positionnés sur la position 3 et que la configuration d'atterrissage soit complétée, puis il a également demandé la checklist d'atterrissage. Mais alors que le commandant de bord s'apprêtait à commencer à la passer en revue, il a été interrompu par un appel de la tour qui leur a dit de poursuivre l'approche et d'appeler lorsqu'ils auraient la piste en vue. Et maintenant, quelque chose de très étrange s'est produit. À 3h59 et 24 secondes, un angle de trajectoire de vol de -3 degrés a soudainement été sélectionné sur le panneau de contrôle de mode et le pilote automatique a initié une descente en mode angle de trajectoire de vol prenant le dessus sur le mode approche armée. Cela arriva alors que le commandant répondait à la tour, ce qui signifiait que la descente finale commençait avant que l'avion n'atteigne le radiophare Tango Whiskey. Il est difficile de savoir pourquoi le copilote a fait cela, mais il avait peut-être en tête qu'il devait effectuer l'approche en mode sélectionné et avait donc présélectionné l'angle de trajectoire de vol souhaité, puis a peut-être simplement tiré la manette par erreur. Rappelez-vous, si l'approche avait été effectuée de cette manière, l'angle de trajectoire de vol aurait dû être réglé 1 mile nautique avant de franchir le radiophare, puis activé à 0,2 miles avant, mais cette fois, tout s'est produit en même temps à la place. Le copilote a peut-être mal interprété la situation. La distance affichée sur la page de progression du FMC de 5,2 miles nautiques jusqu'à la piste a été interprétée comme la distance DME de 5,2 miles jusqu'au VOR, qui est l'endroit où se trouvait Tango Whiskey. Mais dans tous les cas, cela signifiait que l'avion descendait maintenant beaucoup trop tôt et personne ne semblait s'en rendre compte. Que faisait exactement le commandant de bord à ce moment-là? Eh bien, comme je l'ai dit précédemment, il était en train de parler avec le contrôleur aérien, mais cela ne signifiait pas qu'il était dispensé de ses fonctions de pilote surveillant. En fait, même au moment où cette erreur était commise, il aurait facilement pu interrompre la conversation radio pour signaler cette erreur. Mais comme cela ne s'est pas produit, il est probable qu'il ne prêtait simplement pas pleinement attention au vol. Ou peut-être qu'en regardant vers le bas, il aurait reconnu l'angle de trajectoire de vol de -3 degrés grâce à ses approches précédentes, et donc il ne l'a pas remis en question davantage. Mais je veux juste m'arrêter ici et souligner quelque chose. C'est en fait un excellent exemple de pourquoi une communication ouverte et claire est si importante.
Non seulement cela aurait pu être évité grâce à un briefing complet de l'approche, mais toutes ces suppositions faites par les deux pilotes auraient facilement pu être dissipées s'ils avaient utilisé des annonces précises, pensé à remettre en question les actions de l'autre et maintenu une bonne conscience de la situation. Rien de tout cela ne s'étant produit ici, l'approche a continué, le commandant de bord ne prêtant clairement pas attention. Une fois la descente amorcée, le copilote a rapidement annoncé l'altitude de remise des gaz et moins 3 degrés, monsieur, indiquant qu'il avait réinitialisé les altitudes cibles à l'altitude d'approche interrompue publiée et qu'il descendait selon une pente de 3 degrés. Cela offrait une excellente occasion pour le commandant de bord de peut-être remettre en question la sélection, mais après avoir répondu 2 miles réglés, vérifiant l'altitude correcte. Il a de nouveau été interrompu par un appel radio, cette fois-ci d'un commandant de bord d'un autre avion qui venait juste d'atterrir devant eux. Ce commandant de bord avait précédemment reconnu la voix du commandant de bord et l'a maintenant appelé par son nom pour l'avertir que la visibilité au sol était bien pire que ce qui avait été annoncé et qu'il y avait des nuages de stratus bas ou du brouillard près de la piste. Cet appel a probablement eu un double effet. Le commandant de bord a sans doute prêté plus d'attention à cet appel car son nom était cité, ce qui expliquerait pourquoi il a manqué celui du copilote sur l'angle de descente. Et deuxièmement, cela a probablement détourné son esprit et son attention vers la météo à l'extérieur et donc encore plus loin de ses instruments et de la position de l'avion. N'ayant pas répondu à certains appels du copilote, celui-ci a supposé que le commandant de bord approuvait cette nouvelle ligne de conduite. Encore une fois, encore des suppositions. Quelques secondes plus tard, le copilote a annoncé qu'il traversait maintenant le Tango Whiskey, mais sans préciser qu'il n'était qu'à 1020 pieds, soit bien en dessous de l'altitude minimale de survol publiée de 1350 pieds. Et cela n'a été relevé par personne. Le fait qu'aucun des pilotes, ni même le pilote de relève assis sur le strapontin à l'arrière, n'ait réagi à cela est assez difficile à expliquer. Mais encore une fois, cela montre simplement qu'il manquait d'un briefing d'approche adéquat. Quoi qu'il en soit, il est probable que le commandant de bord, qui s'inquiétait désormais davantage de la météo, ait utilisé l'annonce de traversée du copilote comme rappel pour demander l'autorisation d'atterrissage. Parce qu'il a alors appelé la tour et a demandé s'ils étaient autorisés à atterrir si la piste était en vue, ce à quoi la tour a confirmé que c'était le cas. L'avion a continué sa descente sur un profil désormais très bas, mais en soi, ce n'était pas vraiment un gros problème. Il n'y avait pas de gros obstacles sous eux, donc tant qu'ils ne dépassaient pas la MDA, la seule conséquence réelle serait qu'ils atteindraient leur MDA beaucoup plus tôt que prévu, ce qui, dans cette visibilité relativement mauvaise, signifierait qu'ils ne verraient rien et devraient remettre les gaz. Mais il ne faut jamais sous-estimer l'effet de surprise. À 4h24, l'avion a automatiquement annoncé qu'il était à 100 pieds au-dessus de la MDA, fixée à 620 pieds. Le copilote a alors demandé en arabe « Tu le vois ?» et le commandant de bord a simplement répondu « Continue ». Le copilote a alors répété exactement les mêmes mots. Le commandant de bord regardait sûrement dehors, pensant voir la piste apparaître d'une seconde à l'autre. Il croyait toujours effectuer une approche entièrement gérée et sortir des nuages dans la position idéale pour atterrir. Mais là où il se trouvait maintenant, à plus de 2 miles devant la piste, s'il pouvait voir les feux d'approche, ils apparaîtraient bien plus loin que là où il regardait. 6 secondes plus tard, l'avion atteignit la MDA puis continua simplement à descendre. Et 6 secondes plus tard, le copilote, qui manifestement ne voyait toujours pas la piste, demanda au commandant de bord s'il devait continuer. Encore une fois, il est important de rappeler que si aucun contact visuel n'est établi au niveau ou avant les minimums, cette question ne devrait tout simplement jamais se poser. Une remise de gaz doit être effectuée, mais ce cockpit ne fonctionnait clairement pas comme il le devrait. Quelques secondes supplémentaires s'écoulèrent alors que l'avion continuait de descendre dans la brume. Mais alors qu'il descendait à 280 pieds au-dessus du sol, le système EGPWS de proximité du sol a détecté que l'avion n'était pas là où il devait être et a alors lancé une alerte sonore « Terrain, too low warning ». Le commandant de bord fut très surpris par cela et cria alors « Remise de gaz, remise de gaz, remise de gaz ».
Ce qui a poussé le copilote à immédiatement déconnecter le pilote automatique, à pousser les manettes de poussée en butée TOGA, puis à commencer à cabrer l'avion. Jusqu'ici, tout va bien. À part la déconnexion du pilote automatique, c'est ce à quoi on pourrait s'attendre dans une telle situation, mais pour vraiment comprendre ce qui allait se passer, il est important de souligner que ce n'était pas la première fois que cet équipage avait mal géré cette approche en particulier. Quelques semaines plus tôt, le 28 avril, ces deux mêmes pilotes s'étaient retrouvés dans quasiment la même situation, pilotant le même Airbus sur la même approche dans des conditions de visibilité tout aussi marginales. Dans ce cas-là, la descente avait également commencé trop tôt et l'avion avait dérivé sous son profil vertical prévu et était devenu instable. Lorsqu'ils s'en sont rendus compte, ils avaient aussi remis les gaz. Mais surtout, pendant cette manœuvre, ils avaient alors accidentellement laissé leur vitesse devenir trop élevée, ce qui avait déclenché une alerte de survitesse des volets. Finalement, ils ont réglé ce problème, ont pris de l'altitude sans autre incident et la situation s'est résolue sans qu'il ne se passe rien d'autre. Mais le copilote avait été secoué par l'alerte de survitesse, ce qui vaut la peine d'être gardé à l'esprit ici. De plus, après cette approche, l'équipage n'avait jamais rédigé de rapport, ce qui signifiait qu'il n'y avait aucune preuve que l'approche instable avait eu lieu, et donc aucune chance que cela soit remonté au sein de la compagnie aérienne pour entraîner un débriefing de l'équipage. Et sans cette discussion, aucune leçon n'a pu en être tirée non plus. En aviation, les quasi-accidents et les erreurs sont souvent des événements utiles pour la sécurité, mais seulement s'ils sont reconnus comme tels et débriefés de manière structurée. Donc, à l'inverse, si un événement se termine sans incident, mais n'est jamais analysé, il peut discrètement modifier les attentes du pilote, ce qui nous ramène au vol 771 qui était maintenant en train de lancer ses moteurs et de se préparer pour cette nouvelle remise de gaz. Le copilote avait, comme je l'ai mentionné, réagi immédiatement aux ordres du commandant de bord, passant instantanément aux items mémoire de la remise de gaz exactement comme il avait été formé à le faire. Il a avancé la poussée jusqu'à TOGA, déconnecté le pilote automatique et cabré le nez de l'avion vers une assiette initiale de 12,3 degrés, puis a demandé la sélection des volets de remise de gaz et la rentrée du train d'atterrissage exactement comme on pouvait s'y attendre. Mais maintenant, une autre chose étrange s'est produite. Après que l'avion ait grimpé un peu, atteignant une altitude de 670 pieds, les commandes de cabrage du manche à balai du copilote sont soudainement devenues des commandes de piqué à la place. Et cela a ensuite été maintenu pendant 21 secondes complètes. Pendant ce temps, l'assiette est passée de près de 13 degrés de cabrage à une assiette négative de 3,5 degrés et comme les moteurs produisaient toujours la poussée de remise de gaz, cela s'est accompagné d'une accélération rapide. Alors, que se passait-il ici? Eh bien, j'ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos précédentes de la nature insidieuse d'un phénomène appelé illusion somatographique. C'est quelque chose qui peut arriver aux pilotes qui subissent à la fois une assiette à cabrer et une accélération soudaine et puissante sans avoir suffisamment de repères visuels. Vous voyez, les organes de l'équilibre dans notre oreille interne ne sont pas capables de faire la différence entre une assiette à cabrer et une accélération. Donc la seule façon de savoir ce qui se passe est d'utiliser nos yeux comme juges et de réagir en fonction de ce qu'ils nous indiquent. C'est justement ce que nous, instructeurs, utilisons dans les simulateurs de vol à mouvement complet pour simuler une accélération ou une décélération. Si vous regardez le simulateur de l'extérieur pendant que nous décollons, vous verrez qu'il cabre de plus en plus. Mais comme l'image que voient les pilotes, à l'intérieur, est celle d'une piste sur laquelle ils accélèrent, leurs oreilles internes et leurs yeux vont indiquer à leur cerveau qu'ils sont effectivement simplement en train d'accélérer. C'est très ingénieux, mais potentiellement mortel lorsqu'on y est confronté dans la réalité. Alors pourquoi cela? Supposons que vous soyez le copilote, que vous veniez de remettre les gaz et de cabrer l'avion pour monter. En même temps, vous avez également poussé les manettes de poussée vers l'avant, ce qui va accélérer l'avion afin de permettre la rentrée des volets. Maintenant, si vous surveillez vos instruments pendant que cela se produit, votre cerveau sera capable de comprendre que vous cabrez et que vous accélérez, car vous pouvez le voir sur vos instruments. Mais si vous ne faites pas attention, ou si vous vous concentrez trop sur un seul instrument ou sur autre chose, alors votre oreille interne pourrait additionner les deux sensations et les interpréter comme un cabrage beaucoup plus important à la place. Et c'est probablement exactement ce qui s'est passé maintenant à l'intérieur de ce cockpit. Pour une raison ou une autre, le copilote a pensé qu'il cabrait trop et a donc essayé de contrer cela en poussant son manche à balai vers l'avant.
En plus de cela, même si c'est le commandant de bord qui avait demandé la remise de gaz, il a probablement été très surpris par l'alerte soudaine de proximité du terrain, donc son appel de remise de gaz, un peu paniqué, était peut-être plus un réflexe instinctif qu'une décision réfléchie. Il avait perdu le contact avec l'avion et n'a donc pas fait ses annonces habituelles comme il aurait dû en tant que pilote surveillant. Par exemple, il n'a pas annoncé la montée positive, ce que le copilote lui a d'ailleurs fait remarquer, et il n'a pas non plus annoncé les indications du panneau de contrôle de mode comme il aurait dû le faire. Il est donc possible que ce soit sa passivité qui ait poussé le copilote à détourner son attention de ses instruments pour se concentrer davantage sur lui, ce qui a conduit à l'illusion. Dans tous les cas, le résultat était maintenant un avion en descente qui accélérait encore plus vite, ce qui a probablement renforcé l'illusion d'assiette cabrée du copilote. Le commandant de bord aurait dû pouvoir reprendre ses esprits relativement rapidement à ce moment-là, mais le problème était qu'il souffrait maintenant exactement de la même illusion. Et nous le savons parce que les actions sur son manche à balai ont maintenant été enregistrées également en piqué, reflétant en fait celles du copilote. Et cela alors qu'il n'aurait absolument pas dû intervenir puisqu'il n'était pas le pilote en fonction. Dans des circonstances normales, ces actions auraient déclenché un avertissement de double commande dans ce cas, mais comme les actions reflétaient en grande partie celles du copilote, la différence était trop faible pour déclencher cet avertissement. Quoi qu'il en soit, pendant que cela se produisait, le copilote continuait tout de même à essayer de gérer l'avion. Il a alors demandé à rentrer davantage les volets, probablement parce qu'il voyait maintenant la vitesse approcher rapidement la vitesse maximale pour les volets. Et il se souvenait de la dernière remise de gaz qu'ils avaient effectuée lorsqu'ils avaient dépassé cette vitesse à 2 reprises. C'était quelque chose qu'il voulait maintenant absolument éviter. Et cette focalisation sur la vitesse pourrait être une autre raison pour laquelle il ne surveillait pas son horizon artificiel, qui aurait clairement indiqué qu'il piquait du nez, sans parler de ses directeurs de vol qui auraient montré qu'une forte assiette à cabrer était vraiment nécessaire. Le commandant de bord a répondu à l'appel du copilote et a rentré les volets de la configuration 2 à 1. Mais au lieu d'essayer de comprendre ce qui arrivait à son avion, il a alors décidé de contacter le contrôleur aérien pour l'informer de la remise de gaz. Maintenant, tous ceux qui suivent cette chaîne depuis un moment se souviendront de la règle d'or de l'aviation: piloter, naviguer, communiquer, dans cet ordre. Et ceci est un excellent exemple de pourquoi cela est si important. La communication avec des sources extérieures ne devrait avoir lieu que si l'avion vole en toute sécurité, ce qui n'était pas le cas à ce moment-là. Simultanément, le commandant de bord remarqua également la forte tendance à l'accélération sur son écran principal de vol et annonça donc « Vitesse !» ce qui était en fait sa première intervention vraiment utile en tant que pilote surveillant, même si ce n'était évidemment pas le problème le plus urgent ici. Mais au lieu de faire le lien entre cette accélération et leur descente, il a alors tendu la main et tiré sur le bouton SpeedMac pour essayer de faire réduire la vitesse par l'automanette. Mais cela n'a pas marché car les manettes de poussée restaient sur Toga. Et encore une fois, ce n'était pas son rôle de faire cela puisqu'il était le pilote surveillant et non le pilote en fonction. S'il voulait faire quelque chose comme ça, il devait prendre les commandes. Mais une autre question se pose. Que faisait le système GPWS à ce moment-là? Je veux dire, c'est ce qui avait déclenché la remise de gaz au départ et ils étaient de nouveau en approche du sol, donc cela n'aurait-il pas dû se réactiver? Et la réponse à cela est oui, bien sûr qu'il se serait réactivé. Environ 3 secondes après que le commandant de bord ait retiré le sélecteur de vitesse, le GPWS a de nouveau commencé à crier « Ne descendez pas », suivi de « Terrain trop bas ». Et le copilote a effectivement réagi à cela en tirant sur son manche à balai. Mais en même temps, il a aussi annoncé phase d'approche active, ce qui n'avait aucun sens et montrait en fait qu'il se préparait peut-être mentalement à entamer une autre approche, au lieu d'essayer d'empêcher l'avion de heurter le sol, ce qui montre à quel point il avait perdu sa conscience de la situation. Et au même moment où il cabrait l'avion, le commandant de bord a commencé à pousser brusquement son manche à balai vers l'avant, tout en appuyant sur son bouton de priorité pendant 3 secondes, prenant ainsi effectivement le contrôle du vol, alors qu'il était toujours sous l'emprise d'une puissante illusion somatographique. Il n'a fait aucune annonce concernant la prise de contrôle, donc il s'agissait peut-être d'un mouvement inconscient, ou il a appuyé sur le bouton de priorité par erreur, alors qu'il voulait appuyer sur le bouton d'émission radio à la place.
Et souvenez-vous, il avait été signalé comme étant un peu dur, mais dans tous les cas, cela aurait dû déclencher une annonce automatique de priorité à gauche dans le cockpit. Mais malheureusement, celle-ci avait une priorité inférieure aux alertes EGPWS, donc elle n'a jamais retenti. Et tout cela signifiait que l'avion continuait maintenant à piquer du nez, puis il continuait à descendre jusqu'à n'être plus qu'à 180 pieds du sol lorsque le commandant de bord a soudainement commencé à tirer sur son manche à balai, tout comme le copilote, réalisant peut-être enfin ce qui était sur le point de se produire. Mais il n'a fait cela qu'une seconde avant de piquer à nouveau du nez, scellant ainsi définitivement le sort de presque tous les occupants à bord. À 4h01:13, le vol 771 a percuté le sol avec une assiette presque à l'horizontale et le train d'atterrissage rentré à environ 1200 mètres avant le seuil de la piste 09. La vitesse au moment de l'impact était suffisamment élevée pour détruire complètement l'avion, laissant une traînée de métal et de débris sur plus de 800 mètres avant que tout ne retombe dans le silence. Et l'équipage à bord d'un avion Alitalia sur le taxiway avait en fait vu l'impact à distance, avec un éclair illuminant brièvement l'obscurité du petit matin. Sur les 104 personnes à bord, 103 ont perdu la vie, mais un passager, un enfant de 9 ans, a survécu avec de graves blessures. Un fait qui soulignera plus tard à la fois la violence des impacts et le caractère aléatoire de la survie lors d'accidents de ce type. Dans l'immédiat après-coup, la scène à l'aéroport international de Tripoli était marquée par la confusion et la stupeur. Les secours ont atteint l'épave en minutes, mais l'ampleur des dégâts laissait peu de doute sur l'issue finale. Les enquêteurs ont rapidement découvert une chaîne étroitement imbriquée de facteurs humains ayant contribué à cela. La fatigue pendant la période de creux circadien, un briefing d'approche incomplet, des suppositions non exprimées concernant l'automatisation, une coordination d'équipage dégradée et une remise de gaz tardive effectuée sous stress. Pris séparément, chaque élément était surmontable, mais ensemble, ils furent mortels. En réponse à cela, Africa Airways et les autorités de régulation ont mis en place des changements rapides. La compagnie aérienne a révisé ses procédures d'exploitation standard pour exiger des briefings d'approche structurés pour toutes les approches non précises, incluant des discussions obligatoires sur les modes d'automatisation et les plans de remise des gaz. La formation à la gestion des ressources de l'équipage a été revue pour privilégier la prise de décision affirmée, des annonces claires et un transfert positif des commandes. La formation à la remise des gaz a été élargie, avec un accent particulier sur les situations à basse altitude avec forte poussée et la désorientation spatiale. Mais plus largement, cet accident a renforcé des leçons qui résonnent dans toute l'aviation moderne. L'automatisation ne supprime pas la responsabilité, elle change simplement l'endroit où la vigilance doit être appliquée. L'expérience ne garantit pas la sécurité si elle remplace la discipline et les quasi-accidents ne serviront à quelque chose que s'ils sont reconnus, signalés et suivis d'actions. Maintenant, si j'ai mon mot à dire, ce sont là les véritables leçons que vous, pilotes, devriez retenir de cette histoire terrible. Il s'agit d'un accident moins connu, mais qui contient de nombreuses leçons précieuses. Mon équipe et moi recherchons continuellement ce genre de moments d'apprentissage afin d'améliorer la compréhension générale de la sécurité de la navigation et, espérons-le, d'y contribuer également. Maintenant, si vous souhaitez soutenir cette mission, scannez ce QR code ou allez sur patreon.com/join/montourpilot pour vous inscrire. Cela vous donnera également un accès anticipé exclusif à toutes mes vidéos. Je m'appelle Peter Hernfeldt et vous regardez Mentour Pilot. Passez une journée absolument fantastique et je vous dis à la prochaine. Au revoir.